Merci beaucoup de regarder votre télévision Arc-en-Ciel au travers de ce nouveau numéro de votre magazine scientifique au cœur de la science. Comme vous l'avez constaté, nous sommes au niveau du lieu de stockage de poissons à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi pour un numéro spécial. Nous voulons parler dans cette émission, ou précisément à travers ces numéros, des défis actuels de la pêche et de la pisciculture en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas avec n'importe qui, avec bien évidemment le professeur Bochet Katembo Manda, dont nous avons le plaisir de recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur des universités et vous êtes directeur de l'école de la pêche et de l'aquaculture. La première vérité déjà, c'est que le poisson ne meurt pas de vieillissement. Ah oui, ça c'est une déclaration politique, ouais. Ça n'a rien de scientifique. Ouais. Sur le plan scientifique, les poissons ne peuvent pas mourir de la vieillesse. Les poissons peuvent mourir de la vieillesse, mais au sens tel qu'on les dit au Congo, c'est derrière l'idée, c'est que les moyens que les pêcheurs utilisent pour capturer les poissons sont tellement rudimentaires que les poissons n'attendent qu'on ait les chercher. Alors ils meurent de vieillesse parce qu'il n'y a personne pour les capturer. Ça, ce n'est pas vrai. Ouais. Alors, toutes les pêcheries du Congo sont surexploitées. Ouais. Nous sommes au lieu de stockage de poissons et il y a plusieurs, je ne sais pas si je peux appeler ça des souches. Ouais, je ne sais pas, on a plusieurs catégories de poissons ici. Pourquoi déjà avoir ces lieux et quels sont les poissons qui sont là? Alors, ce petit site, c'est un site de démonstration qui sert de pratique pour les étudiants à la fois d'agronomie, de l'école de pêche et d'aquaculture. Des fois, les vétérinaires aussi viennent ici pour la pratique. Mais ça sert aussi de stocker les poissons parce que on y arrivera à la fin. Peut-être que la pisciculture au Congo a deux grands problèmes. Ouais. C'est un problème lié à l'alimentation des poissons et lié aux souches des poissons que nous élevons. Donc ici, dans chaque étang, il y a une souche particulière que nous sommes en train d'étudier. Par exemple, là au fond. Là, on a les tilapia du Nil au fond. Ça, c'est une souche Kitralada qui vient d'Israël. C'est l'une des meilleures souches pour nos régions. Et qu'on consomme le plus, vous avez dit? Oui, c'est les tilapia du Nil, c'est les tilapia des supermarchés. Quand vous allez acheter un poisson dans les supermarchés, c'est cette souche-là que vous achetez. Donc nous l'avons ici. Alors, il faut dire que les poissons, pour faire comprendre à ceux qui nous suivent, c'est comme les poules. Alors, dans tout ce qui est poule, c'est bien, mais au milieu des poules, il y a des races. Il y a des poules pondeuses, des poulets de chair et tout ça. Mais quand on considère les poules en général, à l'intérieur, il y a une diversité. Les poissons, c'est pareil. Les tilapias, quand les gens voient les tilapias, mais en réalité, quand on est technicien, il y a plusieurs souches à l'intérieur. Et chaque souche est adaptée à un milieu donné et spécialisée, soit pour la croissance, soit pour la reproduction, soit pour la résistance aux maladies. Il y a une grande diversité. Donc tous les tilapias que nous avons ici, c'est des souches différentes. Mais au moins, c'est la même famille, les tilapias du Nil, même groupe, mais il y a des souches à l'intérieur. Comme ici, on a les... Alors, on a les kabambales ici, on a 4 groupes de kabambales ici. Il y a ceux qui sont les gros qu'on voit ici, c'est une souche domestique qui vient du Nigeria. C'est la meilleure actuellement ici chez nous parce qu'elle se reproduit toute l'année. Alors qu'ici, on a celle qui vient de l'Ouapola Mouero qui ne se reproduisent que pendant la saison des pluies. Et donc, mais quand tout le monde voit, c'est les kabambales. Mais nous savons qui est qui. Il y a des nuances au sein de cette famille-là. Exactement. Alors, dans les années 1900, avant que Lubumbashi ne devienne la capitale aujourd'hui de cuivre, Lubumbashi, c'était surtout la capitale du poisson. J'étais même estomaqué avant de commencer l'émission quand on a fait la visite guidée avec vous. Alors, effectivement, notre pays a une grande diversité. On est autour de 1400 espèces de poissons. Mais le problème, c'est que la stratégie nationale, c'est de développer la pêche. Or, le problème de la pêche, c'est que les captures au niveau mondial n'augmentent plus depuis les années 90. Et c'est la même chose en RDC. La quantité pêchée n'augmente pas, alors que le nombre de bouches à nourrir augmente. Pour ceux qui nous suivent, la pêche, c'est l'équivalent de la chasse.
ou de la cueillette. Aujourd'hui, vous voulez donner de la viande aux gens. Est-ce que vous développez la chasse ou l'élevage? C'est la question. Quand les gens disent, oh, on n'a plus de viande au marché. Mais élevez, vous allez développer les élevages. Parce que la pêche, c'est l'équivalent de la chasse. Aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un venait dire, non, les animaux meurent de vieillesse dans la forêt. Vous allez dire que c'est faux, il n'y en a plus. Et quelqu'un vient vous dire, non, écoutez, les animaux meurent de vieillesse dans la forêt pour donner de la viande aux gens. Il suffit de donner des armes de guerre aux chasseurs. Ils vont aller tuer, on aura de la viande. Vous allez trouver que c'est de la folie. C'est le même raisonnement que pour la pêche. Quelqu'un dit, oh non, les poissons meurent de vieillesse, il faut acheter des bateaux de guerre. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas assez de poissons dans la nature. Nous devons développer l'élevage. Tous les pays du monde ont développé l'élevage, sauf nous. Pourtant, nous étions les pionniers. C'est nous, c'est Lubumbashi, le berceau de la pisciculture moderne en Afrique. C'est Lubumbashi. Les premières expérimentations de la pisciculture que nous les enseignons dans les universités, ça a commencé ici à Lubumbashi, aux eaux. Les étangs que vous voyez aux eaux de Lubumbashi sont des étangs qui ont été construits en 1945-46, après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les premiers étangs en Afrique, ces étangs que vous voyez aux eaux là-bas. Il y a ce côté historique. Comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Parce qu'on a abandonné la pisciculture. On croyait que les ressources de la pêche, il y en a tellement, avec l'idée que les poissons meurent de vieillesse, il faut seulement aller chercher dans la nature. Voilà là où nous sommes. Et aujourd'hui, si on comprend bien, les défis de la pêche et de la pisciculture sont-ils les mêmes? Alors, normalement, au niveau de la pêche, il y a une surexploitation. Et le gouvernement congolais a compris qu'il se pose un problème. Voilà pourquoi il y a 3 ans, le gouvernement congolais a créé à travers les pays les écoles de pêche et d'aquaculture. Parce que si on veut développer l'aquaculture, il faut avoir des gens compétents. Voilà pourquoi, au niveau du gouvernement central, on a créé, maintenant on a 4 écoles de niveau universitaire qui forment. Donc il y a Kinshasa qui n'a pas encore commencé, donc il y a Lubumbashi, Kisangani et Kavinyonge au bord du lac Albert. Albert, oui, tout à fait, dans le lac. Oui, donc on a maintenant 4 qui ont été créés, 3 qui sont fonctionnels aujourd'hui. Parce que le pays, le gouvernement a compris avec cette histoire de poissons de la pêche, on ne saura pas résoudre les problèmes. Parce que rien que Lubumbashi, c'est 300 000 tonnes d'importation de poissons. Vous imaginez ce que ça représente en termes de dollars. Alors quand nous avons plusieurs lacs dans le pays, vous venez de citer ici Kiavinyonge, on a le lac Edouard là-bas, il y a le lac Albert, il y a le lac Tanganyika, le lac Mouiro, plusieurs lacs. Mais on doit continuer toujours à importer le poisson. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? D'abord, on revient par rapport aux défis. Quels sont ces défis-là? Alors, au niveau de la pêche, si on peut dire la pêche, au niveau de la pêche, on a un problème de surexploitation des ressources. Ouais. Et peut-être pour ceux qui nous suivent, c'est que la loi sur la pêche, elle date de 1937. À l'époque coloniale même. C'est écrit même à l'entête, c'est écrit sur la loi sur la pêche que les rois des Belges vous saluent. On dit peuple indigène, les rois des Belges vous saluent et puis on donne les lois. Et donc nous utilisons aujourd'hui la loi qui est dépassée par les enjeux environnementaux. Les problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui n'existaient pas en 1937. Donc la loi est dépassée. Et aussi, le gouvernement ne fait rien pour former les agents pêche sur terrain pour sensibiliser et tout ça. Donc il y a un problème de surexploitation des ressources. Ça c'est au niveau des défis de la pêche. Ouais. Mais au niveau de l'aquaculture, on a 3 problèmes majeurs. Ouais. Un, c'est un problème de formation. Ceux qui se lancent dans la pisciculture ne sont pas formés. Ils essaient de se débrouiller avec les peu de moyens techniques et financiers qu'ils ont. Et surtout des particuliers, des individus qui le font pour avoir du gain, de l'argent. C'est maintenant qu'on commence à passer vers l'aquaculture commerciale. Ouais. Avant, c'était juste l'autosubsistance pour manger. Ouais, tout à fait. Oui, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a un problème de poissons, des alevins,
des éléphants de bonne qualité et adaptés à nos régions. Et troisièmement, c'est l'aliment. On n'a pas les aliments que nous avons ici. Vous veniez de nous les montrer. Ces aliments, ils sont achetés en Zambie. Oui. Ils sont achetés en Zambie, c'est des aliments flottants. Oui. Quand vous les jetez comme ça, l'aliment flotte et les poissons peuvent les manger. Oui. Donc, ces aliments, on les achète en Zambie. On peut d'ailleurs voir déjà comment est-ce qu'ils sont en train de monter ces poissons. Et c'est quoi les spécificités? Ça, c'est les tilapia macrochi, les makoki qu'on aime manger, les capoloi. Oui. C'est la souche que nous avons ici. Donc on a quelques géniteurs, ils produisent les petits. Ça, c'est le premier poisson qui a été élevé au Congo. Malheureusement, après le départ des Belges, on l'a abandonné et on a importé les tilapia du Nil. Ce qui est au fond là-bas. Oui, oui. Oui. Et donc nous essayons d'étudier comment les remettre dans les circuits d'élevage. Oui. Donc on produit maintenant des éléphants qu'on essaie d'élever et qu'on donne à nos pisciculteurs de la région. Donc si je comprends bien, comme vous venez de le dire, nous avons 3 défis. Oui. Le premier défi, l'accompagnement de ceux qui se lassent dans la pisciculture. Oui. Deuxième défi, c'est le problème de l'alimentation. Et le troisième défi, c'est la souche, les éléphants de bonne qualité. Oui, on n'en a pas, malgré tout ce qu'on a comme richesse. Exact. Oui. Et donc c'est comme ça que nous, à l'université de Lubumbashi, nous attaquons à ces 3 défis. Oui. Le premier, c'est la formation. On a une école de formation, ça prend 5 ans de formation. On a le cycle de licence 3 ans en aquaculture et 2 ans de master. Donc ça fait 5 ans où les étudiants n'apprennent que l'élevage de poissons. Donc, ça c'est notre 3e année. Donc nous allons produire nos premiers bacheliers cette année. Actuellement, les étudiants de licence 3 sont en stage dans les fermes. Ils ont un stage de 3 mois pour aller appliquer tout ce qu'ils ont appris. Donc cette année, on aura nos premiers licenciés. Ça, au niveau de la formation, l'INILU fait sa part. Ouais. Alors au niveau des aliments, le plus gros problème de l'alimentation des poissons, c'est que pour nourrir les poissons, on donne la farine de poisson comme l'ingrédient de base. Ouais. Donc on prend les poissons pour nourrir les poissons. Au niveau des captures de pêche au niveau mondial, c'est entre 30, disons 1/3 des poissons qui sont pêchés dans le monde ne finissent pas dans les assiettes des hommes, mais ils sont broyés pour fabriquer la farine de poisson pour nourrir les poissons. Donc, comme il n'y a plus de poissons dans les lacs, dans les océans, ça pose encore un autre problème. C'est pour ça qu'au niveau des... Nous savons peut-être qu'on peut... Nous voulons remplacer la farine de poisson par la farine des asticots et des soldats noirs. Donc là, on élève des mouches soldats qui produisent des asticots, et c'est ces asticots-là que nous allons utiliser pour fabriquer des aliments. Il y a un doctorat de Mme Chéline Bassanga qui a fait tout ça. Donc là, on a fait à la fin cette année des expérimentations ici chez nous au laboratoire. Et l'année prochaine, nous allons maintenant aller essayer les modèles dans les fermes. Donc nous appelons les fermiers qui sont intéressés à nous contacter pour que nous allions expérimenter les modèles en milieu réel dans les fermes et avoir les résultats que tout le monde peut utiliser. L'avantage des mouches soldats noirs, c'est qu'ils ne sont pas domestiques, ils ne dérangent pas l'homme. D'ailleurs, ils passent tout leur temps à l'état larvaire. Tout ça. Quand ils deviennent adultes, c'est juste de se reproduire et mourir. Ils ne dérangent personne. Donc, il n'y a aucun risque d'envahissement. Non, les mouches vont envahir nos maisons. Non, non, non. Et ils ne posent aucun problème. Et donc, voilà pourquoi on les utilise. Et donc, ça, c'est le côté alimentation. Une fois qu'on aura résolu les problèmes de l'ingrédient de base, le reste, il faut juste ramasser tout ce qui sont des maïs et tout ça, les balayeurs des moulins, et on va résoudre les problèmes d'alimentation. Au niveau des poissons, donc comme on dit, nous essayons, nous, à notre niveau, de prendre tout ce qui est souche de poissons actuellement disponible, que nous amenons ici, pour étudier, voir si c'est adapté ou pas, et afin de multiplier et de donner à nos fermes. Voilà pourquoi on a plusieurs types de poissons qui sont ici. Donc l'idée, c'est les étudiants font des expérimentations pour étudier la croissance, la résistance au froid, l'efficacité de l'aliment et tout ça. Une fois qu'on aura sélectionné les meilleures souches, nous allons les disséminer. Professeur,
Merci beaucoup. Parce que là, nous avons compris avec concision les défis aujourd'hui de la pêche et de la pisciculture, ainsi que ce que vous faites déjà à votre niveau. Oui. En attendant les autres mesures qui peuvent venir du gouvernement. En tout cas, c'est magnifique pour nous. Maintenant, nous allons entrer en profondeur avec vous, bien sûr, pour visiter justement tous ces étangs et comprendre. Et puis, on va finir dans la salle d'exposition. Très bien, merci. Ici, on a les kabambales qui viennent du Luapula Muero. C'est des, comme on dit, des poissons un peu sauvages, parce que nous comparons plusieurs groupes de poissons. Donc ça, c'est des, comme chez nous, nous considérons comme des sauvages. Ils viennent du milieu naturel. Maintenant, lorsque vous êtes éleveur et que vous avez une écloserie, c'est un manque à gagner. C'est comme ça que nous avons d'autres souches. Maintenant, on peut passer ailleurs. On peut regarder ici. Ça, maintenant, là, on a une autre souche. Ça, ce sont maintenant des domestiques. Vous allez voir que même leur comportement, pour venir manger, et ils viennent manger, ils vont se battre, contrairement aux sauvages qui étaient capricieux. Alors ça, c'est une souche qui vient du Cameroun, non, du Nigeria. C'est des poissons qui ont été développés jusqu'aux Pays-Bas et qui ont transité par Nigeria et Kinshasa et ils sont arrivés ici. Et se reproduisent toute l'année. Et donc ça change un peu et tout. Et c'est là où d'ailleurs il y a des gros poissons, oui, oui. Vous l'avez dit. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Donc nous avons construit un couple de closeries et de temps en temps, à la fin nous allons visiter. Et on peut les reproduire toute l'année. Donc c'est mieux pour un éleveur d'avoir des petits toute l'année. Donc c'est la souche que nous recommandons actuellement à nos éleveurs. Donc c'est des poissons, les kabambales domestiques. Et là on visite notre... Ici, on a des tilapias. Mais ça, ce sont des tilapias d'espèces locales. C'est l'Oreochromis macrochi, celui qu'on appelle les makoki, les capoloe. C'est cette espèce ici. Et l'avantage de ces poissons, c'est qu'il est local. Donc, il est adapté à nos milieux. Et la plupart sont nés ici. On avait pris quelques poissons sauvages des capoloe qu'on a amenés ici. Donc, ils sont domestiques. C'est des... Contrairement aux autres, ils sont habitués au froid et ils grandissent mieux. Malheureusement, il n'y a pas assez de recherches. C'est le poisson qui a été élevé à l'époque belge. Malheureusement, il a été abandonné. Donc nous voulons le réintroduire dans la pisciculture. Il y a un doctorat que nous avons mis pour étudier comment les remettre dans la pisciculture. Donc il y a des études où on étudie sa biologie et tout ça, on essaie d'améliorer un peu ces si je comprends bien, vous avez recommandé à ces doctorats-là de mener oui, d'étudier les poissons et de recommencer les études pour voir comment on peut les multiplier encore et les remettre dans l'élevage. Parce qu'on a un problème de souches. Les tilapias que nous avons, ils viennent de Thaïlande, par exemple. On visite ça? C'est ce qu'on va voir là-bas. Ici? Les tilapias, c'est la souche gift qui vient de Thaïlande. Et ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on va les acheter en Zambie. Pourquoi aller en Zambie alors qu'on a une souche locale? Donc ça, c'est les tilapias de la souche gift. Alors, les noirs là, ils viennent de Thaïlande. C'est la souche gift. C'est un très bon tilapia. Malheureusement, nous avons compris que le froid, il ne résiste pas très bien au froid. Donc on a cette souche qui vient de Thaïlande, les noirs. Ce qui paraissent un peu rouges, ce sont des hybrides. C'est une nouvelle souche de tilapia qui est élevée aujourd'hui. Et on dit beaucoup de bien de cette souche, qu'elle est résistante, qu'elle grandit vite. Alors comme on ne connaît pas encore bien son histoire, c'est comme ça que nous à l'université, nous avons acheté quelques alevins que nous avons mis ici. Donc bientôt le froid va se terminer. Au mois d'août, on espère que la chaleur revient. Et donc nous allons maintenant commencer à étudier et voir comment se comporte cette espèce et si ça vaut la peine de les conseiller, de vulgariser son élevage à Lubumbashi. Ceux qui sont rouges, ce sont des hybrides dont on dit beaucoup de bien dans la littérature. Mais nous l'avons fait venir pour les tester dans les conditions de Lubumbashi. Voilà un peu. C'est bon. Donc,
c'est pareil avec les tilapias, donc c'est le même groupe, c'est ceux qui sont là. Mais alors, ceux qui sont ici sont des mâles seulement. Alors qu'ici, c'est mâles et femelles mélangés. Okay. Ça, c'est les parents, c'est nos géniteurs. Tout à fait. Alors, prof, nous avons visité tous ces étangs. La question que je me pose aujourd'hui, vous avez tous ces étangs pour constituer le matériel didactique aux étudiants, pour nous aider à voir le poisson qu'on peut manger, ou alors pour une autre raison? Donc, premièrement, c'est didactique d'abord. C'est pour la formation, pour les étudiants d'agronomie, de médecine vétérinaire et de l'école de pêche et d'aquaculture. Pour leur manipulation, on les amène ici. Deuxièmement, c'est pour la recherche. Il y a des assistants, des chefs de travaux qui font des recherches ici, qui viennent des fois de loin, des Kamina, des Kalemi, il y a même les Kabambali que vous voyez ici. Ça, c'est un chef de travaux de l'université de Kindu qui est venu faire ses expérimentations ici. Mais ce n'est pas interdit qu'on puisse pêcher et puis aller manger. Bon, si vous prenez Kabambali, vous allez fausser les données. Merci beaucoup. L'idée, ce n'est pas de manger. Oui. Non. Mais de temps en temps, quand on a beaucoup de petits, on donne aux pisciculteurs amis. Okay. Parce qu'eux aussi nous aident de temps en temps. D'accord. On va visiter la salle d'exposition pour finir. Okay. Alors ici, on est dans la salle d'exposition. Et il y a aussi plusieurs poissons, mais qui sont déjà mortes. Oui. Non, on n'a pas que des collections. Enfin, on appelle ça les collections. Donc, on a deux catégories de collections. On a les collections mortes, c'est des poissons qui sont dans des formoles ici. Des fois, c'est des poissons qui datent de 20 ans, 10 ans, 15 ans. Ils peuvent rester un siècle comme ça dans des formoles, sans pourrir. Et aussi, on a des collections vivantes. Ça, c'est dans les aquariums. C'est tous ces poissons vivants qu'il y a là. Chaque fois qu'on descend sur le terrain, on ramène toujours des poissons pour des raisons didactiques. Il y a une catégorie, une espèce, un poisson qui nous marque, c'est celui-ci. Il est électrique. Celui-là, c'est les Nina, qu'on appelle en lingala Nina. Nika, à Kalemi ou Nika, ça dépend des langues. C'est le poisson électrique. C'est celui qui est plus connu, qui dégage de l'électricité. Les plus gros spécimens arrivent jusqu'à 300 volts. Donc, ça peut tuer une personne. Donc, ça, c'est les Nika. Mais les Nina ici, ils ne produisent pas l'électricité pour le plaisir. Non. Comme dit Jibem Piana, ou Kosaka Bambi, Sinaibale, Kosaka na courant, tout ça, non. C'est pas qu'il a besoin d'éclairer là où il habite, non. En fait, il produit l'électricité pour manger, parce que il mange des poissons. Et donc, pour capturer les proies, il dégage l'électricité. Tous les poissons autour de lui sont paralysés, s'évanouissent. Et donc, il peut choisir ce qu'il peut manger. Les autres peuvent retrouver les esprits plus tard. Et il dégage aussi l'électricité pour se défendre. S'il se sent menacé, il produit l'électricité. Et celui-ci? Celui-là, on le connaît en Swahili, on l'appelle Kasangala, le capitaine. C'est celui-là. Donc celui-là, il peut grossir jusqu'à atteindre ma taille. Il peut devenir très grand, celui-là. Donc on a... Bon. L'autre, ça, c'est le Makobo. On l'appelle ici Makobo. Donc on a des espèces comme ça. Celui-là, c'est le même que ceux qui sont ici. On les appelle localement ici Kenny. Et ce que j'ai entre mes mains, ça c'est... Celui-là, en Kiluba, on l'appelle Kipudu. En Kiluba, Kipudu. Et c'est un poisson, il est de la même famille que celui qui est ici, la photo. Donc pour manger le poisson, il faut ouvrir la peau, comme ça, et vous retirez la chair au milieu. C'est ce que vous mangez. La peau est séchée et utilisée pour le traitement des maladies des enfants. Maladie andéque, comme on dit. Comme si vous avez un enfant, comme ça, c'est avec la peau de ces poissons qu'on utilise pour soigner ce genre de maladies dans les camps de pêche. Donc, des poissons peuvent aussi soigner des maladies. Tout à fait. Ce n'est pas seulement Mboka. Alors, on visite notre dernière collection de l'autre côté. Et puis, on finit notre émission dessus.
Donc ici, c'est toujours des collections mortes. C'est encore d'autres espèces. Ils servent essentiellement à l'identification des poissons parce que les étudiants étudient des cours sur les identifications des poissons. Donc on sort souvent ces genres de collections. Mais aussi, on peut enseigner, on cite un poisson. Et là, on peut facilement les sortir. On dit c'est celui-là. Au moins, les étudiants ont la chance de voir. Et d'ailleurs, nous avions posé un problème. Le 24 juin, c'était la journée nationale du poisson. La ministre nationale de l'ESI était venue juste après. On lui a posé les problèmes. C'est que nous, dans notre laboratoire, nous décrivons de nouvelles espèces de poissons. Moi-même, j'en ai décrit une quinzaine de nouvelles espèces de poissons. Donc, quand on décrit une nouvelle espèce de poisson, on désigne un poisson qu'on appelle holotype. Cet holotype, c'est le représentant officiel de l'espèce. Ce représentant, il doit être gardé en sécurité, parce que c'est le représentant officiel de l'espèce. Il faut d'abord, le garder en sécurité et dans une zone accessible à tous les chercheurs du monde. Il se trouve que nous, ici, on n'a ni salle pour garder les représentants officiels en sécurité et on n'est pas accessible. Donc du coup, toutes les espèces que nous décrivons, dans notre laboratoire ici, ça paraît petit, mais on a une trentaine déjà de nouvelles espèces décrites. Tous les représentants des holotypes-là, ils sont gardés en Belgique. Nous-mêmes, on n'en a pas ici. Si tu me dis, Boucher, par exemple, il y a 2 semaines, il y a une nouvelle espèce de poisson qui a été décrite, on m'a dédié. L'espèce porte mon nom, c'est Notobranchis catemomandai. Bon, catemomandai, c'est moi. Une espèce qui porte mon nom, mais moi, je ne l'ai pas ici. Parce que je ne sais pas où les garder. Les types là, ils sont en Belgique. Donc moi-même là, pour voir l'espèce qui porte mon nom, je peux vous montrer la photo, mais pour voir les poissons, je dois aller en Belgique. Ce n'est pas sérieux. Et ça, c'est le défi de l'aquaculture. Oui, on a demandé, on a posé le problème à notre ministre de l'enseignement supérieur. On dit, mais c'est bien beau, on fait de la science, on publie des articles mondialement acceptés, connus et tout ça, mais vous décrivez les espèces et vous ne savez pas. Par exemple, si vous me dites, si je vous dis que j'ai décrit 15 espèces, on me dit, je peux le voir. Je dis, non, il faut aller en Belgique. Ce n'est pas sérieux. On est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'infrastructure. Regardez les collections, comment on les garde, dans quelles conditions. Et puis, on a d'autres qui sont dans les dépôts là-bas, dans les fûts. On ne sait pas les étudier. C'est du formol quand même qu'on manipule. Donc, tu vois, on n'a pas l'infrastructure. C'est bien beau de faire de la science. Par exemple, regarde, il y a des poissons que vous allez voir dans nos collections ici, ils ont l'étiquette rouge. Quand vous regardez ces poissons avec étiquette, vous allez voir qu'une partie de sa nageoire a été coupée. Ça signifie qu'on a extrait l'échantillon génétique sur ces poissons. Il est étiqueté. Mais demandez-moi où est l'échantillon, où est son ADN. C'est gardé en Belgique. Ce n'est pas normal. Si moi je dois faire la génétique de ces poissons, je dois aller demander encore aux Belges. Oh, vous vous souvenez, en 2015, j'avais amené les séquences génétiques là, est-ce que je peux y accéder? Donc, j'ai commencé à demander l'autorisation. Si nous, on avait l'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'il faut garder les échantillons à moins 30 degrés Celsius. On ne sait pas garder ça, on n'a pas la chaîne de froid. On est obligé d'extraire. On garde quand même, par hasard, les poissons est là, mais l'échantillon génétique est en Belgique. Tout à fait. On finit avec la dernière catégorie. C'est ce que vous détenez, le poisson qui gonfle. Ah oui. Il est... Ah oui, c'est celui-là. C'est le tétrodon. Celui-là, il est séché. Attendez. Okay. Là, vous êtes maintenant face. Okay. Oui. Alors, c'est celui-ci. Il paraît petit, oui, mais en réalité, s'il est vivant et que le poisson se sent menacé, il va gonfler comme un ballon. Il peut devenir gros comme ça. Et ça effraie les prédateurs. Donc ça, c'est celui-ci. C'est le tétrodon. Ça coûte cher, hein. Vous avez dit oui, 30, bon, 40 $. J'ai toujours cherché un poisson frais. Oui. Je ne l'ai jamais eu auprès des pêcheurs. Oui. Et les rares poissons qu'on a trouvés, c'est celui-là. Oui. Et c'était une femme commerçante qui l'avait déjà payé. Oui. Et donc, on a acheté chez une commerçante. Alors, elle nous a fait payer cher, 40 $. Pourquoi? Parce que le poisson, il a des vertus mystiques. Oui. D'après les populations locales, oui, on utilise, comme les poissons gonflent, oui,
Et donc, si quelqu'un cultive les champs de les tubercules, patates douces, igname ou manioc, il va chez les féticheurs, il va faire des cérémonies avec ces poissons et les tubercules gonflent. Et les champs vont produire. Oui, produire des patates douces qui font cette taille avec les poissons. Ou alors les portefeuilles magiques. Vous allez chez les féticheurs, ils prennent les poissons. Comme les poissons ont l'habitude de gonfler une fois qu'on les touche, les sorciers vous donnent aussi un portefeuille magique. Si vous avez les fétiches de ces poissons, il suffit d'avoir 5 000 francs en poche. Vous touchez seulement comme ça fait 500 000. Vous sortez, vous partagez l'argent. Ou alors, bon, si vous êtes un peu jeune, ça peut faire gonfler les sexes, effectivement, chez les féticheurs. Il suffit de toucher les têtes, c'est gonfle. Bon, c'est des pratiques un peu... D'ailleurs, pour une petite anecdote, la maman auprès de qui vous avez acheté ne comprenait pas et elle a demandé le prof, vous aussi. Oui, vous aussi. Bon, il pensait que moi aussi, je vais faire gonfler un organe du corps. Non, moi, c'était didactique. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission merveilleuse. Merci de nous avoir regardé, fidèles téléspectateurs. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Qu'il nous soit permis de demander aux gens de venir visiter la salle d'exposition de la faculté des sciences agronomiques, de visiter votre stockage du poisson, mais pourquoi pas d'inviter ceux qui sont élèves à comprendre aujourd'hui l'importance de faire les sciences agronomiques, spécialement au niveau de l'école de la pêche et de l'aquaculture. Merci, professeur. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez partager le lien de notre émission qui est sur YouTube, Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir. Merci.